Chers amis, en 2017 et en 2022, Chasson.com avait rencontré l'ensemble des candidats à la présidentielle, ou devrais-je dire, ceux qui ont souhaité parler aux chasseurs et aux agriculteurs. Les élections européennes approchent, nous avons souhaité de nouveau interroger les têtes de liste, en commençant par Marion Maréchal. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en Sologne. Lorsqu'on a souhaité parler d'Europe, lorsqu'on a souhaité parler de chasse et de pêche, vous nous avez dit on ne va pas faire ça dans un bureau à Paris, vous allez venir avec moi, on va venir en Sologne et je vais vous montrer parce que pour la première fois de ma vie, je vais pêcher sur un étang, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, j'ai première fois que je fais une vidange d'étang, Ouais. donc où j'attrape des carpes à main nue, enfin avec des gants quand même, j'ai un peu triché, de 20 kilos, donc je suis assez fière de moi, ouais. J'ai découvert une activité. C'est la première fois que vous pêchiez, entre guillemets, vous aviez déjà pêché indépendamment de la pêche d'étang. Alors moi je suis bretonne d'origine, hein, donc j'ai fait de la pêche, on va dire, en mer et dans l'océan Atlantique, mais en l'occurrence pêche d'étang c'est la première fois, oui, tout à fait. D'accord. Ici on est en Sologne, la pêche c'est évidemment important, mais la chasse c'est encore plus important. Ici en Sologne c'est une activité qui est très phare. La chasse, ici on a un étang, il y a des canards qui sont partis quand on est arrivé. C'est un univers qui vous parle. Est-ce que vous avez déjà été à la chasse? Alors je n'en suis pas issue, puisque moi je ne suis pas issue d'une famille qui chasse. En revanche, j'ai découvert la chasse par des amis interposés, par des connaissances, donc j'ai participé à des chasses, j'ai accompagné des chasses. Mon frère lui-même d'ailleurs est devenu chasseur, se prenant aussi de passion par nos amis respectifs. Ouais. Donc j'ai découvert en fait cet environnement comme ça et j'y ai pris énormément de plaisir. Alors moi je suis plutôt une urbaine, hein, donc j'y connaissais rien et j'ai finalement, sans trop de surprise d'ailleurs, compris qu'on était très loin de la caricature qui était faite du monde de la chasse. Et j'ai découvert pour le coup de vrais connaisseurs et de vrais amoureux de la nature, parce que quand vous accompagnez des chasseurs qui vous expliquent à quel type d'animal appartiennent ses empreintes, où niche, dans quel bosquet, dans quel type d'arbre, telle espèce d'oiseau, quels sont les cycles naturels. Enfin, il faut être un passionné de la nature et un amoureux de la nature pour avoir toute cette science et cette connaissance. Et puis de fil en aiguille, étant députée durant quelques années en Vaucluse, d'un territoire agricole et où il y avait aussi différents types de chasse, j'y reviendrai, j'ai aussi appris à connaître cette discipline, toutes ses difficultés et toutes ses spécificités. Les chasseurs ne sont pas en voie de disparition, mais quand on écoute nos amis, notamment à Bruxelles, on a l'impression qu'ils souhaitent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu avec la problématique des grives, on l'a vu avec la problématique des chasses traditionnelles, on a la problématique du loup. En arrivant tout à l'heure, il y avait un cormoran qui s'est élevé, qui crée plein de soucis. Et contre toute attente, c'est pas en France, c'est pas la France qui gère ces problèmes-là, c'est l'Europe. C'est quoi votre ressenti par rapport à ça? Alors je pense que déjà c'est pas une impression, puisque de fait d'année en année il y a des réglementations, des menaces supplémentaires qui s'abattent sur les traditions du monde rural et en particulier sur la chasse. Enfin, moi je l'avais vécu directement à l'époque, puisque dans le Vaucluse il y avait la pratique de la chasse à la glu. Et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec des glueurs qui à l'époque m'avaient parlé avec une passion, je me souviens de ce rendez-vous qui avait duré 3 heures, où j'avais découvert cette chasse, et dont d'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec les stéréotypes qu'on s'en faisait, qui était une chasse traditionnelle, séculaire, et donc à l'époque je m'étais battue pour le maintien de cette chasse, bon malheureusement qui a fini par être interdite sous des prétexte complètement fallacieux, puisqu'une fois de plus, il manifestement ne savait pas comment ça fonctionnait. Il la caricaturait à l'époque. J'ai été très engagée aussi sur la question du loup, considérant qu'il fallait justement sortir de cette protection ultra restrictive du loup pour permettre un certain nombre de tirs et donc éviter les drames humains et les drames économiques que subissent aujourd'hui nos bergers. Mais pour ça, il faut s'inscrire dans l'idée qui est la mienne, c'est-à-dire que l'homme est au-dessus de l'animal. Or, aujourd'hui, nous sommes... Moi, je suis d'abord du côté de l'homme. Non, mais je veux dire, c'est plus une évidence aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les idéologies qui sont aujourd'hui à l'œuvre, le véganisme, l'antispécisme, tentent à considérer ou à faire considérer que l'homme, finalement, est un prédateur, une anomalie dans ce monde naturel fantasmé, qu'il est toxique, qu'il est nocif. Et donc que sa présence est condamnable et critiquable. Et donc il faudrait en limiter l'impact au maximum et que quand il se confronte à l'animal, eh bien finalement l'animal devrait être favorisé par rapport à l'homme. Moi je pense qu'il y a un équilibre à trouver, il y a un respect à trouver, mais en l'occurrence sur le loup, ça m'apparaît tout à fait légitime qu'on puisse justement protéger nos éleveurs de cette menace sur leurs troupeaux et donc par conséquent adapter la législation.
Justement, en parlant de législation, au mois de juin, il y a les élections européennes. Très concrètement, quel est le message que vous souhaitez faire passer auprès des chasseurs, auprès des pêcheurs, auprès des agriculteurs, pour dire justement, nous, on est une force politique qui va nous défendre, et avec qui vous comptez travailler pour justement défendre ces acteurs de Alors terrain. nous, on a rejoint récemment un groupe qui s'appelle le groupe des conservateurs européens, donc qui est très engagé contre justement toutes ces politiques européennes qui sont en train d'être mises en place sur le pacte vert notamment, hein, dont on a beaucoup entendu parler au moment des manifestations d'agriculteurs qui sont dans cette logique donc, de réduction de la production agricole, de la réduction des terres agricoles disponibles, mais qui se font toujours en parallèle d'ailleurs des politiques dites de restauration de la nature, donc de mise en jachère, et puis avec en parallèle toujours ce lobby écolo qui tente d'année en année de restreindre de plus en plus les pratiques de chasse et les encadrements de pêche. Moi je considère que l'Union européenne ne devrait pas s'occuper de ça. Je veux dire, pour le coup ça me semble être une compétence nationale parce que les conséquences, quand je discutais tout à l'heure justement avec les chasseurs et agriculteurs qui étaient présents, c'est que ces décisions prises de manière lointaine dans les bureaux de Bruxelles sont souvent peu adaptées au terrain, en méconnaissance, on va dire, des réalités concrètes. Je pense notamment par exemple à la directive oiseaux qui interdit le tir sur certaines espèces dont on sait maintenant par exemple comme le cormoran qu'elles ne sont plus menacées mais qui continuent d'être interdit de tir et avec des conséquences évidemment sur la biodiversité très concrètes. Et il y a un terrible manque d'adaptation en fait à la réalité du terrain. Donc moi je serai de celle qui me battra pour non seulement réduire l'influence de Bruxelles sur ces sujets mais surtout pour défendre ce qui pour moi relève d'un combat identitaire, parce que vous savez, moi je me bats pour la défense de l'identité de la France, et l'identité de la France, elle passe aussi par ces pratiques populaires dans notre ruralité, que sont aussi la chasse, que sont aussi la pêche, avec tout ce que ça donne et ça dit de convivialité, de partage de savoir, de connaissances. Donc là-dessus, j'aurais aucun complexe, contrairement à d'autres. Je n'ai pas peur du politiquement correct. Je sais que ce n'est pas toujours très populaire auprès des Français, mais je crois que notre rôle à nous, c'est justement de casser les caricatures faites par les Verts et d'aller raconter ce qu'est cette France à laquelle nous tenons. Ici, on est sur un domaine agricole. On a une personne qui a une soixantaine d'années qui peut-être demain donnera la main à un de ses enfants. Qu'est-ce que vous comptez faire sur la transmission? Pour la chasse, pour la pêche, c'est important, mais pour le domaine agricole, c'est encore plus important. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant là-dessus? Alors nous, on s'est battu au moment des élections présidentielles pour défendre justement la suppression des droits de donation et succession dans le cadre de la transmission des exploitations familiales agricoles, hein, parce que c'est un sujet, c'est même l'un des premiers sujets. Moi j'ai régulièrement des agriculteurs qui me disent j'ai des enfants qui voulaient reprendre et je les ai dissuadés, parfois dans des familles qui étaient installées depuis 4 ou 5 générations, donc c'est vraiment un crève-cœur. Maintenant, on va dire au-delà des aides ponctuelles pour la transmission, le véritable sujet, c'est de pouvoir vivre de son travail, parce que vous pourrez faire toutes les aides que vous voulez, si derrière vous lancez des jeunes dans des exploitations et que ces exploitations ne sont pas économiquement viables, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas faire en sorte que le prix de vente permette de prendre en charge le coût de cette production, ça m'apparaît totalement vain. Donc au-delà de ça, moi l'une des premières choses pour lesquelles j'ai envie de me battre, notamment au Parlement européen, c'est pour faire évoluer la législation et permettre notamment la mise en place de la priorité nationale pour les produits locaux dans, par exemple, la restauration collective. Savoir que dans la région Centre-Val de Loire, les repas dans la restauration collective, donc les écoles, les EHPAD, c'est 54 millions de repas par an. Il faut imaginer ce que c'est. Ça veut dire que on interdit de manger du sanglier, sauf en Alsace pour l'instant, ce qui est quand même assez lunaire. Déjà, même dans la Creuse, où il y a quand même plus de bétail que d'habitants, il n'y a que 10 à 15% de la viande consommée dans la restauration collective qui est issue de la viande locale, donc c'est un débouché qui est phénoménal et qui n'est pas du tout exploité. Donc ça, je pense que c'est vraiment un combat que nous devons mener et il me semble qu'on est mûr pour faire avancer cette cause. L'Europe veut plus d'écologie. Pour autant, quand on regarde ici en France, si on parle d'écologie, pour les agriculteurs, pour les chasseurs, pour les pêcheurs, c'est eux qui mettent la main à la pâte, financièrement, pour les haies, pour les chemins. Est-ce que c'est pas aux politiques, est-ce que c'est pas à l'Europe de financer et d'aider au travers de la PAC notamment tous ces acteurs de terrain qui aujourd'hui le font bénévolement, entre guillemets? Ce qui est vrai, c'est qu'on oublie souvent de le dire, mais la Fédération française de chasse est quand même agréée au titre de la protection de l'environnement. Et ça, c'est pas un point de vue politique, c'est de fait. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions faites par les chasseurs qui relèvent justement de la protection de la biodiversité, l'entretien des haies, le curage des cours d'eau, l'entretien des chemins ruraux, et c'est méconnu. J'avais même découvert qu'une partie des fédérations de chasse dans certains territoires étaient propriétaires de réserves naturelles dans lesquelles il était interdit de chasser, dont ils avaient la charge de l'entretien. Et on
sait qu'évidemment, les missions de la chasse sont complémentaires du monde agricole, puisque les missions accordées aux chasseurs permettent justement de préserver des dégâts agricoles causés par le gibier. Donc c'est évident que pour moi les deux s'articulent et que de ce point de vue-là, il serait logique que l'Europe puisse contribuer, d'autant plus que, je le rappelle, cet argent européen n'est pas un argent européen de sortie de nulle part, c'est d'abord de l'argent français versé à l'Union européenne dont nous ne récupérons qu'une toute petite partie. Et il serait évident que dans le cadre de cette politique volontariste de protection de la biodiversité que veut défendre Bruxelles, qu'il y ait une part donnée justement aux missions des chasseurs. Vous parlez de la Fédération nationale des chasseurs. Willy Schran s'est lancé en politique par l'intermédiaire de l'Alliance rurale. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste et est-ce que c'est le rôle du président de la Fédération nationale des chasseurs que de se présenter à l'élection européenne? Alors moi j'ai du respect pour les combats du président de la Fédération de chasse, mais je pense qu'il se trompe dans la manière de faire, d'une part parce que cette alliance rurale est d'abord plutôt une alliance Attal. Je rappelle quand même que cet homme avait appelé à voter pour Emmanuel Macron au moment de l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il y a d'ores et déjà une suspicion sur l'indépendance de cette liste et sur les motivations réelles de cette liste. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'à l'issue finalement de cette élection, cette liste fasse un score, on va dire, peu important. Aujourd'hui, dans les sondages, il oscille entre 0 et 0,5. Et que paradoxalement, en voulant défendre la cause de la ruralité et des chasseurs, il aboutisse à l'exact contraire parce qu'il sera la démonstration que finalement ce combat électoral ne représente rien et qui donne ainsi les mains libres à nos gouvernants pour dire finalement, regardez, la chasse, la pêche, la ruralité, c'est 0,05% dans les urnes, donc on n'a pas à en tenir compte et donc on peut continuer notre agenda de destruction de la chasse, de la pêche et des traditions rurales. Dernière question, on est à un peu moins de 4 mois des européennes. Quand on cumule le score potentiel aujourd'hui de Jordan Bardella et du vôtre, on approche à peu près 40%. Est-ce qu'un jour, il serait ubuesque de se dire que Marion Maréchal et Jordan Bardella pourraient être à même de trouver un arrangement pour gouverner un jour pour la France? Alors les choses sont très simples moi dans ma tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai des ennemis qu'à gauche. À droite, et en l'occurrence avec le Rassemblement national, j'ai un concurrent électoral que je considère être complémentaire, c'est-à-dire qu'on a des points de convergence évidemment, on a aussi des points de divergence. Si je vais vous donner 2 exemples, dans l'actualité récente, le Rassemblement national a refusé par exemple qu'il puisse y avoir des conditions d'accès au RSA. Moi je ne suis pas du tout choquée, bien au contraire, qu'il y ait des contreparties, notamment demandées en termes d'heures d'activité pour pouvoir toucher le RSA. Le Rassemblement national typiquement a simplement demandé à ce qu'il y ait un délai de carence, un délai à respecter pour que les étrangers puissent avoir accès aux aides sociales. Moi je défends l'idée que les aides sociales non contributives doivent être réservées aux Français en tout état de cause, sans question de délai. Bon, c'est 2 exemples, je pourrais vous en donner d'autres, mais c'est vrai que sur les questions économiques et d'assistanat, on a de vraies différences. J'ai envie de vous dire que sur les questions de la chasse aussi, indéniablement, quand Hugo Clément, la fameuse figure anti-chasse, avait lancé son RIP référendum, enfin son idée de RIP, des référendums d'initiative populaire contre la chasse, il y avait un certain nombre d'élus du Rassemblement national qui avaient soutenu cette initiative. Donc bon, voilà, ça fait des différences. Pour autant, moi je continue de défendre cette idée que nous pourrions et nous devrions nous asseoir autour de la table pour travailler ensemble. Je l'ai dit hier, je continuerai à le dire demain et j'espère que nous pourrons le faire d'ailleurs également ensemble au Parlement européen puisque, et j'en conclurai par là, les élections européennes c'est un mode de scrutin proportionnel à un tour. Donc il n'y a pas de vote utile, un point égale un député européen, donc c'est un vote de conviction. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.